Mesdames, Messieurs, c'est un réel plaisir de vous accueillir si nombreux ce soir dans ce magnifique cirque Jules Verne. Votre présence témoigne de l'importance que revêt le travail de mémoire entrepris par le département de la Somme dans le cadre des commémorations du centenaire. Ce soir, dans le cadre de ce spectacle inédit, c'est tout le secteur culturel qui est mobilisé pour une création que vous allez découvrir dans quelques instants, à quelques jours de la commémoration du 11 novembre, comme pour clore le cycle des manifestations mémorielles de l'année 2016, ainsi qu'à quelques semaines des fêtes joyeuses de fin d'année. De nombreux jeunes musiciens se sont associés à des artistes professionnels, chanteurs, comédiens, afin de vous présenter un programme exceptionnel, émouvant, qui commémore la fin de la bataille. Il nous interroge sur notre monde aujourd'hui dont les individus fanatiques veulent remettre en question les valeurs, son humanité, à qui la date anniversaire du 13 novembre fait tristement écho, et sur la symbolique que signifie le mot « paix », ce rêve suspendu, comme le disait Kofi Annan, qui, comme la musique, est une création continue. Je tenais à remercier le Conservatoire régional d'Amiens, dirigé par Michel Crosset, Amiens Métropole, les partenaires comme France Bleu, la mission du centenaire, Richard Fémonville et l'ensemble des artistes associés à ce beau projet, à cette création, ainsi que toutes les personnes qui y ont participé. Et bien sûr, aussi à vous tous ici présents ce soir, et je vous invite à passer une excellente soirée, de découvrir un très beau spectacle et de vous inviter à la fin de ce spectacle à ne pas oublier de rallumer vos téléphones. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, juste un tout petit mot, je vous demanderai pour garder le caractère que l'on a souhaité à cette soirée, non seulement d'éteindre votre téléphone portable, mais aussi d'éviter d'enregistrer ou de filmer sur les tablettes et autres téléphones, ne pas prendre de photos avec flash, ce qui ôterait tout caractère que nous souhaitons donner à cette soirée. Et puis si vous voulez vous manifester et nous manifester votre sympathie par des applaudissements, de les réserver à l'extrême fin du spectacle pour que ce spectacle, enfin ce récit-concert plutôt que nous avons prévu, soit en réalité une succession de séquences dont le fil qui les relie soit véritablement le fil conducteur de cette évocation. Je vous remercie d'avance. Mal nourri, mal soigné, traité comme une bête. Je n'ai pas connu très longtemps la vie militaire. Peu de temps avant la terrible bataille de la Somme, alors que je tirais un chariot de munitions à l'arrière des lignes françaises, un éclat d'obus m'a transpercé le poitrail. Je m'en souviens comme si c'était hier. J'éprouvais du mal à respirer. Mes jambes ne me portaient plus et je me suis écroulé dans la terre labourée par les combats. Un liquide chaud coulait dans ma gorge. Je suis un herbivore, moi, et je n'aime pas le goût du sang. Si je m'autorise à vous entretenir de la Grande Guerre, c'est parce que je l'ai vue de tout en haut, du paradis des chevaux, là où il n'est plus question de souffrance, mais seulement de regret. Ah, les hommes sont déraisonnables, et c'est un cheval qui l'affirme. Enfin, quand je dis un cheval, c'est plutôt une ombre, un revenant, un simulacre de cheval. À l'époque où commence mon histoire, je suis un solide percheron de Picardie. On m'emploie dans tous les travaux de la ferme. Je tire tantôt la charrue, tantôt la voiture, pour conduire la famille de mon maître au marché ou le dimanche à l'église.
Ah, j'aurais pu achever mon existence bien tranquille au service des hommes. Mais le destin en a voulu autrement. Bien entendu, on ne m'a pas demandé mon avis. Nous, les chevaux, on est dressés pour obéir, et à l'armée, c'est encore plus vrai qu'ailleurs. Moi, j'ai obéi, jusqu'à ma dernière heure. J'avais été réquisitionné en 1914, comme une vulgaire marchandise. Fini pour moi l'herbe et l'avoine. J'allais connaître, jusqu'à ma mort sur le champ de bataille, la faim et la soif, comme des milliers d'autres chevaux égarés au milieu de la tourmente à laquelle nous ne comprenions rien, mais nous n'étions pas les seuls à n'y rien comprendre. Le 10 août 1914, lettre du soldat Maurice Maréchal. Après-demain, dans 3 jours peut-être, les balles vont pleuvoir et qui sait. Si j'allais ne pas revenir, si j'allais tuer ma mère, assassiner ma mère, volontairement. Oh, que m'est-il réservé? Pardon, maman. J'aurais dû rester, travailler mon violoncelle pour vous qui avez fait tant de sacrifices, pour petite mère, déjà malade. Mon Dieu, pourvu que son désespoir n'aille pas l'alité, que je suis coupable et que je manque de réflexion.
Je vais faire tout ce que je pourrai pour quitter cette compagnie où, comme cycliste, je suis vraiment trop exposé. Si j'étais à la Croix-Rouge, je serais du moins plus sûr de revenir. Je ne veux pas être lâche. Mais l'idée que je pourrais, pour une balle idiote qui ne prouvera rien, ni pour le droit, ni pour la force, gâcher tout mon avenir et surtout briser tout l'édifice édifié péniblement par ma chère petite mère, au prix de temps et de tant de sacrifices, je suis pris d'un tremblement d'angoisse qui me tord. Et pourtant, il faut marcher. Tant pis, si je suis parti, ça y est, je ne peux plus revenir. Et comme je désire pourtant, en ce moment, une heure de calme repos chez nous, sous le toit familial, près de mes êtres chers. Allons, ne nous amollissons pas. Que diable! Pour un Français, que diraient nos nobles dames et les jambes demoiselles qui, pour un éventail, feraient s'éventrer 2 des plus fiers parmi les si beaux chevaliers de leur cour? Allons, soyons gais, courageux, confiants. Ne pas s'amollir. Enfin, il n'y a aucune honte à trembler avant une bataille. Le front de la Somme n'avait jamais été un endroit de villégiature pour les soldats de toute nationalité qui composaient les forces alliées. On mourait tous les jours. Mais à côté de ce que vivaient les camarades de Verdun en ce début d'année 1916, c'était de la bibine. Il fallait que nous, les Français, les Britanniques et tous les combattants issus des empires coloniaux, nous prouvions aux Allemands que nous étions capables, nous aussi, de changer le cours de l'histoire. Ah, on en parlerait longtemps de la victoire qui se profilait à l'issue de cette gigantesque offensive que nous concoctaient les états-majors alliés. De mémoire de cheval, jamais nulle part dans le monde on n'avait disposé d'autant d'hommes pour la boucherie. Jamais on allait faire pleuvoir un tel déluge de feu sur l'adversaire pendant un temps aussi long.
Lettre d'Yvonne à son mari, le lieutenant Émile Rigaud. Mon bien-aimé, il y a aujourd'hui 8 ans et demi que nous nous sommes donnés l'un à l'autre. Et c'est pourquoi je veux que tu reçoives une lettre de moi, datée de ce jour durant lequel ma pensée te quitte moins que jamais. Y songes-tu, toi, mon aimé, à cet anniversaire? Oui, j'en suis presque certaine. Et comme moi, tu te demandes s'il nous sera donné d'en célébrer ensemble d'autres encore. Ah, mon ami chéri, que je trouve les jours longs, longs, longs. Pauvre chéri, mon cœur est près de toi et je t'aime. J'aurais voulu que mon petit colis t'arrive pour l'anniversaire, mais je crains que tu ne sois déjà reparti aux tranchées quand il parviendra à destination et qu'il reste là à t'attendre. Je t'envoie mes baisers les plus tendres. Et je songe que ces 3 mois m'ont paru plus longs que ces 8 années de bonheur si parfait que je te dois et qui font à cette heure ma joie quand je les revis et mon désespoir lorsque je les regrette. Ah, si nous pouvions en vivre encore de semblables, je ne trouverais pas les avoir trop chèrement payés. Mais chut, les rêves sont interdits et le présent est si lourd à porter qu'on n'a pas trop de tout son courage et de toutes ses forces. À toi pour la vie, ton Yvonne. Au moment où elle écrit ces lignes, Yvonne ignore encore que son mari a été tué la veille. L'enveloppe reviendra 10 jours plus tard avec la mention « Le destinataire n'a pu être atteint ». Nous, les chevaux, nous ne sommes que des bêtes. Nous n'avons pas assez d'entendement, de discernement, d'intelligence pour concevoir le massacre organisé de millions d'êtres vivants. Ah, il faut être évolué pour ça. Il faut être humain pour concevoir l'inhumain. Mais ne croyez pas que ceux qui sont partis la fleur au fusil et qui ont ensuite souffert dans les tranchées, qui ont été blessés dans leur corps ou dans leur âme, tirent la moindre satisfaction de ce qu'ils ont vécu. S'ils pouvaient effacer de leur mémoire ces 4 années de souffrance, Français, Allemands, Britanniques, Autrichiens, Italiens, Turcs, Russes, tous le feraient sans hésiter. C'est bien là le paradoxe. Les hommes savent, mais on dirait qu'ils ont parfois besoin d'oublier pour renouveler l'expérience, sans jamais se lasser de souffrir et de faire souffrir. Eh bien, ne comptez pas sur moi pour l'oubli. Au contraire, je vais vous aider, moi, à ne pas perdre la mémoire. Le plus choquant, ce sont les prétextes invoqués ou les mensonges pour justifier la guerre. Mais tout est mauvaise foi dans un conflit, puisque dans les 2 camps, on affirme la même vérité. On se croirait dans une cour d'école où chacun rejette la faute et accuse l'autre d'avoir commencé. Mais il n'y a pas d'arbitre pour empêcher que ça dégénère. Et le comble, c'est que ce ne sont pas ceux qui déclarent la guerre qui la font. Ça, jamais. Cette tâche est confiée aux simples soldats à qui on demandera le sacrifice de leur vie pour la gloire de la patrie. Et ils obéiront parce qu'ils n'auront pas le choix.
27 mai 1916. Chers parents, je suis toujours en bonne santé. Je ne cours aucun risque. Les hommes creusent toujours des tranchées et des boyaux. Depuis hier, nous avons quitté notre bivouac pour aller dans un cantonnement plus près du front. Nous sommes avec des artilleurs, des chasseurs à cheval, du génie à pied et des hussards. Nous sommes bien mieux que sous les tentes. Nous devons aller au repos le 5 juin. Je trouve à peu près tout ce que je veux. Ne m'envoyez ni argent ni colis avant que je vous en ai demandé. Le secteur est toujours calme. Nous travaillons toute la journée et nous n'entendons que quelques coups de 75. Je tiens à vous dire que les Allemands peuvent attaquer où nous sommes. Les malheureux, ils sont bien attendus. Vous ne pouvez pas vous figurer tout ce qui a été fait depuis la guerre comme tranchées, abris de mitrailleurs et guitounes. Autant il en viendrait, autant il en resterait. De leur côté, c'est peut-être la même chose. Plus rien de nouveau. Votre fils qui vous aime. Dans les journaux, au début de la guerre, on a raconté des énormités pour ne pas effrayer les familles des combattants. On pouvait lire dans l'Intransigeant du 17 août 1914 « L'inefficacité des projectiles ennemis est l'objet de tous les commentaires. Les shrapnels éclatent mollement et tombent en pluie inoffensive. Quant aux balles allemandes, elles ne sont pas dangereuses. Elles traversent les chairs de part en part sans faire aucune déchirure. » Certains journalistes vont jusqu'à souligner la beauté et parfois le pittoresque des champs de bataille. Même un cheval aurait envie de rire si cela n'était pas aussi tragique. À l'arrière, les mères, les épouses ne sont pas dupes. On meurt bel et bien dans cette horrible confrontation où les conditions sont inhumaines. Et cette fois, je l'affirme, les hommes se comportent comme des bêtes n'oseraient pas le faire, foi d'animal. Le soldat Georges Gallois écrit ceci. Mes chers parents, je suis encore vivant et en bonne santé, pas même blessé alors que tous mes camarades sont tombés morts, ou blessés aux mains des Boches qui nous ont fait souffrir les 1000 horreurs. Liquide enflammé, gaz lacrymogène, gaz suffocant, asphyxiant, attaque. Ah, grand Dieu, ici, c'est seulement la guerre.
Comme je suis heureux de n'être qu'un cheval et de ne pas devoir assumer ce que l'humanité a déclenché ce jour-là. Le destin a voulu que je sois déjà mort avant que ne commence la fin du monde. C'était le 24 juin 1916. Un déluge de feu s'abat sur les positions ennemies. Ce sont les prémices de la bataille de la Somme, la plus meurtrière du conflit. 2 jours plus tard, les tirs s'intensifient et le bombardement devient continu. On ne peut pas imaginer la terreur du soldat allemand enfoui dans une casemate bétonnée, tandis qu'autour de lui, l'enfer se déchaîne pendant une semaine entière. Vu du ciel, ce fut terrible. Mais pour ceux qui étaient en bas, ce fut indescriptible. Les chevaux ont peur du bruit, c'est bien connu. Mais c'était bien plus que du bruit. C'était comme si les bombes venues du ciel pénétraient dans les profondeurs de la terre pour réveiller des monstres anciens. Dans un grondement continu, les vallons, les collines se sont soulevées, volatilisées les unes après les autres. Sans relâche, une pluie d'obus a ravagé jour et nuit le paysage, détruisant sur son passage les villages, les routes, les arbres et les champs. Toute trace de vie en surface semblait effacée. Dire que les hommes se sont conduits comme des bêtes, je dis moi que c'est une insulte pour les animaux. Un sous-officier britannique raconte: sur des kilomètres, notre front se transforme peu à peu en un enchevêtrement de fumée et de violents éclairs éblouissants. L'ampleur des destructions est indescriptible. Étonnamment, ce pilonnage provoque en moi une excitation que je n'avais encore jamais ressentie. Parfois, je me dis que ce serait une bonne chose de ne pas survivre à cette guerre. Un soldat allemand écrit dans une lettre: « Le pilonnage prend une ampleur aberrante. La terre tremble et on pourrait comparer le ciel à un chaudron de sorcière. Mes tympans sont sur le point d'exploser. » Un autre soldat écrit à ses proches: « Quand le prochain obus va-t-il tomber ? Celui qui va m'enterrer vivant. » C'est une attente et une angoisse qui détruisent les hommes, presque aussi sûrement que le feu et le métal. Et un autre soldat racontera plus tard: « Il y a encore quelque temps, cette région était couverte de champs et de prairies verdoyantes. Aujourd'hui, il n'en reste rien, absolument rien. C'est un amas de terre bouleversé, plus un brin d'herbe, plus le moindre tronc d'arbre. Les maisons ont été détruites, les pierres et les briques réduites en poudre. Les collines elles-mêmes ont été laminées. Le jardin d'Éden est devenu un désert apocalyptique. »
après 8 jours de canonnade continue, un silence douloureux succède au grondement, plus un bruit, rien que le souffle du vent qui balaie le brouillard et la poussière. Les soldats anglais, australiens, néo-zélandais, sud-africains, canadiens et français attendent l'ordre de partir à l'assaut. On a donné comme consigne aux Anglais de ne pas se précipiter, de marcher au pas. Il ne doit plus avoir âme qui vive dans les tranchées allemandes. Il n'est pas possible que des êtres humains aient survécu à ce déluge de feu. 7h30, 1er juillet 1916. Coup de sifflet. Les soldats alliés, baïonnettes au canon, sortent des tranchées et montent à l'assaut des positions ennemies. Et pourtant, contre toute attente, même si ceci semble incompréhensible, les Allemands attendent l'adversaire de pied ferme. Comment ont-ils fait pour survivre à ces 8 jours d'apocalypse? Émergeant du chaos, ils ont pris position avec leurs mitrailleuses et guettent patiemment les assaillants qui arrivent à portée de tir. C'est un nouvel enfer sur le front de la Somme et il va durer près de 5 mois. Tu ne peux savoir, ma mère aimée, ce que l'homme peut faire contre l'homme. Voici 5 jours que mes souliers sont gras de cervelle humaine, que j'écrase des thorax et que je rencontre des cadavres. Les hommes mangent le peu qu'ils ont, à côté à des cadavres. Le régiment a été héroïque. Nous n'avons plus d'officiers. Un autre soldat écrit « Ma chère mère, par quel miracle suis-je sorti de cet enfer ? Je me demande encore bien des fois s'il est vrai que je suis encore vivant. Pense donc, nous sommes montés 1200 et nous sommes redescendus 300. Pourquoi suis-je de ces 300 qui ont eu de la chance de s'en tirer ? Je n'en sais rien. Pourtant, j'aurais dû être tué 100 fois et à chaque minute. Pendant ces 8 longs jours, j'ai cru ma dernière heure arriver. C'est un bonheur pour moi d'en être échappé ? Je l'ignore, mais si je dois tomber plus tard, il eût été préférable que je reste là-bas. Tu as raison de prier pour moi. Nous avons tous besoin que quelqu'un prie pour nous. Et moi-même, bien souvent, quand les obus tombaient autour de moi, je murmurais les prières que j'ai apprises quand j'étais tout petit. Et tu peux croire que jamais prières ne furent dites avec plus de ferveur. Ton fils qui te chérit et t'embrasse 1 million de fois. Dans sa correspondance de guerre, Fernand Léger écrit « Les débris humains commencent à apparaître aussitôt que l'on quitte la zone où il y a encore un chemin. J'ai vu des choses excessivement curieuses, des têtes d'hommes presque momifiées émergeant de la boue. C'est tout petit dans cette mer de terre. On croirait des enfants. Les mains surtout sont extraordinaires. Il y a des mains dont j'aurais voulu prendre la photo exacte. C'est ce qu'il y a de plus expressif. Plusieurs ont les doigts dans la bouche, les doigts sont coupés par les dents. J'avais déjà vu cela le 13 juillet en Argonne. Un type qui souffre trop se bouffe les mains. Pendant près d'1 heure, avec des attentions de chaque minute pour ne pas me noyer, car tu n'ignores pas que de nombreux blessés meurent noyés dans les trous des 380 qui ont 3 mètres de profondeur et plein d'eau. Il faut savoir ces choses-là. Moi, de là-haut, je ne pouvais qu'assister impuissant à cette folie. Et je l'avoue, j'étais soulagé de n'être plus de ce monde. Durant les 6 premières minutes de la bataille, on estime à plus de 20 000 le nombre de blessés, de tués et de disparus dans les troupes britanniques. À cela, il faut ajouter les pertes françaises et allemandes. Bien sûr, ce ne sont pas les premiers soldats à mourir sur un champ de bataille, mais jamais les tueries n'avaient pris une telle ampleur. Était-il possible qu'on ait perdu à ce point toute raison ? Que peut-on espérer d'un tel carnage ?
Lettre de Marie-Gabrielle Mézergue, infirmière. Les évacuations de blessés sont incessantes. On les voit monter au front un jour et redescendre le lendemain avec les membres arrachés. On fait les pansements à la va-vite et il y a tant à faire. Plus de charpie, mais oui, plus de bandes, plus d'anesthésiques, plus de désinfectants. Les nouvelles sont rares. On parle toujours de la même petite colline, du même petit bout de terrain qui chaque jour, pris ou perdu par les Français ou les Allemands, change de physionomie. Tous les jours, bombardé, creusé, retourné par l'artillerie lourde qui de loin vise ce point, peut-être stratégique mais peut-être inutile, où tant de malheureux ont trouvé la mort sans trop savoir pourquoi. Ces hommes, maintenant souillés, couverts de poussière et de sang, vêtus d'uniformes en loques, troués par les balles ou coupés pour les pansements, gémissent ou se plaignent douloureusement. Les portes de tous les fourgons sont ouvertes. Quand on s'en approche, une odeur âcre de sang, de transpiration et de fièvre nous prend à la gorge. J'aimerais ne plus avoir à vous parler de massacre, car à chaque fois qu'un jeune soldat se fait tuer, il y a à l'arrière, loin des coups de fusil et des éclats de grenades, une maman ou une épouse qui ignore encore la tragédie. Il faudra plusieurs jours, parfois plusieurs semaines, pour qu'on apprenne la mort d'un fils chéri ou d'un mari. Le plus angoissant, ce sont les lettres qui n'arrivent pas ou qui n'arrivent plus. Alors on imagine les plus horribles scénarios et on pleure d'avance,
comme s'il était préférable de faire provision de chagrin en attendant le pire. Bien chère Sylvanie, je ne peux pas m'empêcher de te dire que je suis dans une très mauvaise position. Je souffre le martyre. J'avais bien raison de te dire avant de partir qu'il valait mieux être mort que d'être blessé, au moins blessé comme moi. Toute la jambe est pleine d'éclats d'obus et l'os est fracturé. Tous les jours, quand on me pense, je suis martyr, lorsqu'avec des pinces, il m'enlève des morceaux d'os ou des morceaux de fer. Bon Dieu, que je souffre. Je t'assure que c'est triste dans ma chambre. Nous sommes 29, personne ne peut se bouger. Des jambes cassées et des bras, ou de fortes blessures, et presque tous des réservistes comme moi. Je te dirais que je passe des mauvaises nuits. Si l'on m'avait évacué jusqu'à Agen, tu serais bien venu me soigner et j'aurais été content d'être auprès de toi. Mais que faire? C'est ma destinée. Je t'embrasse bien fort sur chaque joue avec Gaston, le petit chéri. Ton cher ami, Léon Hugon.
Ma chère Ginette, je t'écris pour te dire que j'ai connu la mort de près cette nuit. Mais maintenant, tout va pour le mieux. J'ai vu toute ma vie défiler devant mes yeux. À cause d'un tir d'obus dans ma tranchée, l'alcôve où je dormais s'est effondrée. 2 de mes camarades sont morts dans l'écroulement. Moi, j'ai reçu une poutre sur la jambe. Ma jambe s'est infectée et les docteurs ont été obligés de me couper la jambe. Maintenant, je ne risque plus rien, car ils m'ont transféré en dehors de la zone de combat. Je peux te dire que je suis heureux d'être parti de cet enfer avec les rats, des poux, les morpions, la boue, les macabées, les tirs d'artillerie de toutes sortes. Même si je te l'ai dit dans mes lettres précédentes, c'est horrible ici. L'odeur de ces camarades morts depuis 3 jours. Mais malgré tout ce malheur et toute cette haine, je pense sans arrêt à toi. Toi, Ginette. Tu illumines mon cœur comme le soleil se levant sur le champ de bataille encore fumant à cause des obus de la veille. Ton Jean-Claude. Si ce n'était pas tragique, on pourrait se gausser de ces états-majors qui font de la stratégie devant de grandes cartes militaires. N'est-ce pas le futur maréchal Joffre qui invente le terme de guerre d'usure pour expliquer et faire admettre les échecs des offensives? Le général Castelnau, dont 3 des fils mourront au front, dira « Nous devons faire la guerre bourgeoisement. C'est un compte d'épicier adressé, le compte des profits et pertes. » Mais le soldat, dans la boue des tranchées, il ne sait pas qu'il est un pion sur l'échiquier. Il a l'illusion d'être encore un être humain parce qu'il éprouve des sentiments. Il a peur, il a du chagrin, du désespoir. Mais y a-t-il encore un avenir pour un pauvre poilu égaré dans la tourmente? Dans le doute, le malheureux se contente de mourir ou de survivre, et occasionnellement de gagner la guerre. Mais lui, comme tous les autres poilus, garde une priorité dans son cœur, sa femme et sa famille. Et il y a, entre ces êtres déchirés par une cruelle séparation, une véritable soif de vivre. Mon petit amour, je n'écris pas aussi facilement que toi, et mes sentiments sont si aimants et si profondément incrustés en moi que parfois, ils ont du mal à se retirer de leur fin fond. Tu connais la maxime. En y mettant chacun du sien, on fait quelque chose de bien. Eh bien, cette maxime, nous pouvons nous l'attribuer à nous-mêmes. L'amour plus fort que tout voile d'une gaze épaisse obscurcit les défauts aux yeux de l'être aimé. Mon amour, je t'écris ces lignes, peut-être les dernières, quelques heures avant de monter à l'assaut. Il s'agit de repousser les Allemands au prix de n'importe quel sacrifice. Ni ma main, ni mon cœur ne tremblent. Tu sais combien je t'aime. Tous les battements de mon cœur sont à toi, ma tendre chérie, à nos petits, à l'enfant attendu. Je voudrais vivre pour vous tous, mais si je devais tomber, Dieu pourvoirait à votre bonheur. Je pars réconforté et confiant après m'être épanché dans ton âme charmante. Je te confie et je confie nos petits gens, Paul, Bernard, celui ou celle qui naîtra demain au bon Dieu. Et je demande à ta mère, à mes parents, de se souvenir que si ton mari est mort pour la France, celle qui porte son nom a droit à toute la pitié, ou plutôt à toute la justice, à tout l'amour des siens. Mon petit fou, à ta prochaine permission, tu seras rassasié d'amour. Tu en as grand besoin, mon pauvre chéri. Je serai tout à toi. Tu feras de moi ce que tu voudras. Chéri pourra s'enivrer d'amour. Tu passeras par des moments inoubliables. Je ne veux pas te donner le détail de mes promesses, tu seras surpris. Dans la langue, je la délivrerai vite de ta soif si ardente. Petit coquin, tu me rends folle de toi. Si tu étais ici à l'heure présente, tu en passerais un quart d'heure d'émotions troublantes.
Dernière lettre du lieutenant Marcel Etève, tué le 20 juillet 1916. Je suis retourné cet après-midi jeter un coup d'œil sur le chaos des entonnoirs avoisinants. Puis, des banquettes de notre tranchée, je regarde à la jumelle les éclatements sur les bois, les villages et les châteaux que tiennent les Boches. C'est épouvantable. Le beau temps semble aujourd'hui revenu, et notre artillerie lourde en profite pour faire ce qu'on appelle du beau travail. Quelles énormes colonnes de fumée noire, avec des éclatements en boules blanches. Quelquefois, un panache de fumée noire comme une éruption de volcan. Les Boches ne doivent pas être à la noce. Et de derrière nos premières lignes partent aussi des torpilles. C'est la danse complète. Il faut s'en réjouir. Mais c'est toutefois un spectacle peu à l'honneur de l'homme. Et nos pauvres villages qu'on est forcé de détruire de fond en comble pour les reprendre. Et encore, avec peine. Bien heureusement, les morts ne sont pas rancuniers. Ils ont perdu la mémoire et ne savent plus la couleur de leur drapeau ni le nom de leur pays. En même temps que les souvenirs, leur âme s'est envolée pour un monde tranquille où il n'y a pas de place pour les faits d'armes et les citations. Bravoure, patrie, nation,
c'est du vocabulaire de vivant, mais quand on est passé de l'autre côté des étoiles, les discours n'ont plus d'importance et ce sont les silences qui s'imposent, des silences de recueillement et d'éternité. Combattants, guerriers, grands capitaines, héros vainqueurs, ennemis vaincus, lâches, fouillards, prisonniers, déserteurs, quand vos uniformes se décomposent sous la terre en perdant leur couleur, vous appartenez enfin à la même armée, celle des morts et des disparus dont on rappelle le nom sur la pierre froide d'un monument. Le sous-officier Willy Lutz de l'armée allemande écrit à sa sœur : « Je suis très déprimé. De toute ma vie, je ne l'ai jamais été autant. Il y a quelque chose dans l'air, je le sens venir. Je me donne du courage en me disant : tu es soldat, et tant que tu es soldat, tu es encore un soldat. Nous vivons une grande époque. Chacun remplit son devoir jusqu'à la dernière extrémité. J'en suis conscient, mais Mélanie, ma tendre et fidèle sœur, je te le dis à toi seul, je ne suis plus le même soldat qu'avant. Qu'est-ce qui ne va pas ? Peut-être le devineras-tu plus facilement que je ne pourrais te le dire. Où est passé le patriotisme ardent, le grand enthousiasme de 14 ? Où que je tourne mes regards, je n'en vois plus de traces et je connais des gens parmi tous les gradés, même les plus élevés. Et ces réflexions me rendent très nerveux. Je ne supporte plus cette maudite artillerie. Il faut que je me maîtrise et que je fasse un effort sur moi-même pour rester un exemple pour mes hommes. Que nous réserve encore cette époque ?
Eh bien, dans toute cette noirceur, il y a parfois une lueur d'espoir pour les humains que vous êtes. Avant la guerre, j'avais connu l'entraide et l'amitié entre les hommes. Quand tout va mal, quand les misères s'accumulent et qu'on se demande si demain sera vraiment un autre jour, il peut arriver qu'au fond du désespoir, une main se tende, et ça peut être parfois celle d'un ennemi. Raymond d'Autun est sorti vivant de la Grande Guerre, mais a payé un lourd tribut. Il a combattu dans l'Artois et dans la Somme. Blessé dans sa chair par des éclats de grenades et des gaz, touché dans son âme par les traumatismes des champs de bataille, des carences en tout genre et par la rudesse de la captivité, Raymond d'Autun nous livre ici un témoignage fort sur ces années de guerre. La nuit suivante, nous vîmes arriver les crapouillots. C'est par eux que nous avons su que nous étions tenus pour attaquer le fortin de la maison du pirate et le bois de Daignécourt, position puissamment fortifiée des Allemands et qui faisait saillie dans nos lignes. Un soldat me lance une grenade qui vient d'exploser à mes pieds. Je n'ai eu que le temps de me masquer la figure avec mon épaule et j'ai reçu l'explosion. En tout, 8 éclats dans la jambe, le bras gauche, le côté et la tête côté gauche. Me voilà donc aussi à mon tour hors de combat, et je me cramponnais de toutes mes forces avec ma main valide. Ce jour-là, j'ai vu de la part d'un ennemi un geste d'humanité qui m'a beaucoup touché. Le même sergent allemand qui venait de me mettre en joue pour me tuer, aussitôt qu'il m'a vu à terre, a sorti son paquet de pansements.
Très cher époux, je t'écris ces quelques lignes pour te donner de nos nouvelles qui sont toujours très bonnes. Pour le moment, toute la famille est ainsi en bonne santé et je pense que ma lettre te trouvera de même. Nous avons reçu ta lettre mardi qui nous fait grand plaisir d'apprendre de tes nouvelles que j'attendais tous les jours. Nous avons reçu ton panorama vendredi. Les petits étaient bien contents et ta petite fille qui parle tous les jours de son papa est bien mignonne. Mon cher Antoine, j'ai reçu mes allocations samedi soir à 3 heures. 320 francs à partir du 15 janvier. Mais si tu as besoin de quelque chose, fais-moi donc savoir. Monsieur Bellugon m'a donné 3 boisseaux de trèfle. Voilà 3 jours que les vaches n'ont pas été au champ. Tous les jours, il pleut à torrents et il fait froid. C'est un vilain temps. Je ne vois plus grand-chose à te dire, mais ne te fais pas de mauvais sang sur nous autres. Tu peux être tranquille à présent. Je termine ma lettre en t'embrassant de tout mon cœur bien des fois. Ta femme, Marie. Pour toutes ces femmes, ces non-combattants qui subissent les rigueurs imposées par les restrictions et le manque de bras, la vie quotidienne doit suivre son cours. Ici aussi, on se montre solidaire. Aider un voisin revient à s'aider soi-même, car on aura à son tour besoin d'un coup de main un jour ou un autre. Moi, je ne suis plus de ce monde et j'ai pris la mesure de l'éternité. Mais pour ceux qui continuent leur existence sur cette terre de souffrance, les semaines sont longues et les mois semblent des années. La bataille et la guerre s'éternisent et on a le sentiment qu'il n'y a pas d'issue à ce conflit déraisonnable qui voit chaque jour de nouveaux morts s'ajouter aux listes interminables de blessés et de disparus. Au début, on comptait les victimes par milliers. On va apprendre à compter par millions. Chaque homme tué, c'est une partie de l'humanité qui est effacée. Il devait être une bataille décisive. Emporter les villes de Bapaume et de Cambrai s'est transformé en piétinement. Les armées se sont embourbées. Plus d'1 million de pertes pour endeuiller le monde pour cette seule bataille. Triste record. Des familles réparties sur les 5 continents, touchées par cette hécatombe et qui se souviennent à jamais du sacrifice consenti. Et que dire des villages du front, Thiepval, Beaumont-Hamel, Pozières, Longueval, Rancourt, Bouchaven, Failly, Soyecourt. Tous sont synonymes de la tragédie qui s'est jouée dans ce paysage devenu lunaire en 1916. Aujourd'hui, s'il a refleuri à nouveau, leur sol reste gorgé du sang des combattants, un rouge universel.
ces événements remontent à de nombreuses moissons. Mais je ne suis pas ici pour évoquer des souvenirs ni de bravoure, ni de courage, ni de gloire. Quand on a quitté le monde des vivants, on voit les événements avec un certain recul. Les héros, qui prennent tant de place dans les livres d'histoire, paraissent si petits quand on les regarde de très haut, alors que le malheur des hommes, d'où qu'on l'aperçoive, est toujours trop immense. Tout ceci, je l'ai appris depuis que tant de chevaux et tant de soldats m'ont rejoint sur mon nuage. Mais fallait-il mourir pour le comprendre? De mémoire de cheval, il n'y a pas une guerre qui n'ait été la dernière. De tout temps, il y eut de braves gens pour échanger leurs sabots de bois pour une paire de godillots, une faucille pour un sabre, un rabot pour un fusil, une charrue pour un char d'assaut. Quel que soit le camp auquel il appartient, le soldat est toujours censé se battre pour une noble cause. On le persuade que Dieu et le bon droit sont de son côté et que ceux d'en face sont les mauvais. Quelle ironie! Faire la guerre pour gagner la paix, c'est bien le concept le plus absurde qu'on ait imaginé. Oui, les hommes sont déraisonnables. Une dernière bataille, et puis on vous le promet, ce sera enfin la paix définitive, la fin des conflits, la fin des massacres. Laissez-moi hennir. Pour accomplir de grandes choses, il n'est pas nécessaire de s'entretuer. Moi, j'ai connu d'humbles chevaux qui, toute leur vie, ont tiré la charrue ou fait tourner la meule. On ne parle pas d'eux dans les livres d'histoire, et pourtant, c'est grâce à leurs efforts que le blé pousse dans les champs et qu'il se transforme en farine au moulin, sans tambour ni trompette. Moi, je donnerais volontiers tous les monuments érigés sur les places publiques pour un simple galop dans la prairie. Si ma mémoire de cheval est singulièrement fidèle, on ne peut pas en dire autant de celle des hommes. 20 années plus tard, après la boucherie de la Grande Guerre, on a remis le couvert pour une deuxième mondiale avec en prime camps de concentration et d'extermination. Non, vraiment, les hommes sont déraisonnables, complètement déraisonnables. Pour mieux faire, il faut faire pire. Encore plus de médailles, s'il vous plaît, comme aux Jeux Olympiques. Et on décore de l'ordre de la Croix de guerre, de la Croix de fer, de la Croix de Victoria. Hélas, ce ne sont pas des disques ou des marteaux qu'on lance, mais des grenades. Et ce n'est pas la flamme olympique qu'on allume, mais des incendies. Oh, je suis fatigué de parler. Un vieux canasson, ça radote autant qu'un pilier de comptoir devant son petit blanc. De toute façon, ce que vous faites de votre monde, c'est vous que ça regarde. Si vous voulez vraiment qu'il change, apprenez à vous connaître, à ne plus voir vos différences. Et ceci, ça ne dépend pas des morts, ça dépend des vivants.
Louis Bartha rentre chez lui après l'armistice. Il retrouve son atelier de tonnelier et il écrit en février 1919. Dans les villages, on parle déjà d'élever des monuments de gloire, d'apothéose aux victimes de la Grande Tuerie, à ceux, disent les patriotards, qui ont fait volontairement le sacrifice de leur vie, comme si les malheureux avaient pu choisir, faire différemment. Je ne donnerais mon obole que si ces monuments symbolisaient une véhémente protestation contre la guerre, l'esprit de la guerre, et non pour exalter et glorifier une telle mort afin d'inciter les générations futures à suivre l'exemple de ces martyrs malgré eux. Ah, si les morts de cette guerre pouvaient sortir de leur tombe, comme ils briseraient ces monuments d'hypocrite pitié, car ceux qui les élèvent les ont sacrifiés sans pitié. Souvent, je pense à mes nombreux camarades tombés à mes côtés. J'ai entendu leur imprécation contre la guerre et ses auteurs, la révolte de tout leur être contre leur funeste sort, contre leur assassinat. Et moi, survivant, je crois être inspiré par leur volonté en luttant sans trêve ni merci jusqu'à mon dernier souffle pour l'idée de paix et de fraternité humaine.